Quand Mike Cleland m'a amené pour la première fois son jeune frère Andy, il venait de le faire libérer sous caution. « Je te présente ton avocat », dit Cleland à Andy. « Il travaille pour l'organisation, et quand on a des ennuis aussi stupides que les tiens, Albert est le spécialiste. » Le gamin me regarde comme une poule qui essaie de comprendre quelque chose à la télé. « Qu'est-ce qu'il a comme ennui ?» je demande. Cleland désigne son frère du menton. « Cet idiot a essayé de dévaliser une pharmacie, et il s'est fait prendre. » Andy doit avoir dans les 19 ans. Il est habillé mode, chic et cher. Il suit avec intérêt les allées et venues devant la fenêtre de mon bureau au rez-de-chaussée et sur la rue. En revanche, il ne semble pas du tout concerné par son sort. Cleland hoche tristement la tête. « Albert, je ne comprends pas. Je lui donne tout à ce gosse. Il veut de l'argent, il n'a qu'à demander. Il veut une voiture, je lui ai offert une Ferrari. Il a les plus belles fringues, les plus jolies filles de la région. Et malgré tout ça, voilà, il faut qu'il aille braquer une pharmacie. » Il cherchait peut-être de la drogue. « Non, impossible !» me dit fermement Cleland. « Je surveille ça de très près. Je regarde ses bras, l'odeur de ses mégots. Il n'y a pas de paille qui traîne, ni de miroir suspect. Non, 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 non. D'ailleurs, je ne veux pas de drogue dans la famille. Et il le sait. » Je me tourne vers Andy. « Alors, jeune homme, pourquoi avez-vous fait ça ?» Andy semble être arraché à un rêve, mais c'est pour en raconter un autre. « Je ne sais pas. » lâche-t-il en haussant les épaules. « C'est à cause de Mike, je crois. » Cleland sursaute. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Pour faire comme toi. J'avais un peu bu, ça me donnait du courage. Alors, sur le moment, je me suis dit que c'était une bonne idée. Enfin, je veux dire que c'était excitant de faire comme toi, Mike, comme au bon vieux temps. » Puis, s'adressant à moi. « Vous comprenez, maître, il en parle toujours. Moi, je voulais connaître ça, faire pareil au moins une fois dans ma vie. » Vous voyez ce que c'est que de donner le bon exemple, dis-je à Cleland. Je sors un bloc et enlève le capuchon de mon stylo en or. Bien. Si on commençait par le début, jeune homme. Il pousse un soupir. Bon, eh ben voilà. Je suis entré dans la pharmacie quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de clients. Je suis allé au fond, au rayon spécialisé, puis j'ai attendu que le patron vienne me demander ce que je voulais. Quand il s'est approché, j'ai vérifié que personne ne pouvait me voir. J'ai sorti le flingue et j'ai dit « c'est un hold-up ». Andy frotte la marque rouge qu'il a dans le cou. Le pharmacien était un mec costaud et rapide. J'ai eu à peine le temps de le menacer que le flingue s'est retrouvé dans sa main et moi par terre. Il était assis sur moi et me serrait le cou de l'autre main. Je note ce détail et je lui demande « Vous avez déjà été arrêté, jeune homme? Vous avez un casier judiciaire? » « Non, monsieur, pas jusqu'à présent. » « Et ce revolver, il vous appartient? Vous l'avez fait enregistrer à votre nom? » « Non, non, je l'ai acheté à un type pour 30 $. Et puis, le bruit du coup de feu a attiré l'attention. Ah, parce qu'il y a eu un coup de feu. Oui, quand le pharmacien m'a arraché le flingue. Mais personne n'a été blessé, monsieur. La balle est allée se loger dans le plafond. Et 4 ou 5 personnes sont arrivées de la teinturerie d'à côté. Et ils sont entrés dans la pharmacie? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, le pharmacien, il s'appelle Morgan, m'a fait me relever et m'a dit « En tant que citoyen, j'ai le droit de vous arrêter, vous êtes mon prisonnier. » Mike Cleland se tourne vers moi. « Est-ce qu'il avait le droit de faire ça, hein? Ce type n'est pas un flic, c'est un pharmacien. » Je lui fais signe que oui. Le pharmacien a sûrement voulu épater la galerie, mais légalement, tout citoyen a le droit d'arrêter quiconque est en train de commettre un délit ou un crime, s'il en est témoin. Andy s'agite nerveusement. À ce moment-là, j'ai bien cru que Morgan allait de nouveau essayer de m'étrangler. Alors, devant les témoins, je lui ai dit... Vous lui avez dit quoi? J'ai dit... Très bien, très bien. J'ai essayé de dévaliser votre boutique crasseuse et ça n'a pas marché, mais c'est pas une raison pour me tuer.
Je griffonne des notes en silence, puis je demande « Et qu'est-il arrivé ensuite ?» Andy avale sa salive avant de me répondre. Ben, un des témoins a décroché le téléphone pour appeler les flics. Ils étaient là 3 minutes plus tard. Je vous cache pas que j'étais content de les voir arriver. Et qu'avez-vous dit à la police? Rien. Je suis resté muet. Eux, ils avaient pas l'air de vouloir m'étrangler. Nous allons en voiture au tribunal. Andy reste dans l'auto. Je monte avec Cleland au bureau du district attorney, histoire de voir si les choses se présentent aussi mal que ça. On nous introduit auprès de Chesson, le district attorney adjoint. Je connais bien Chesson. On a souvent l'occasion de se rencontrer devant le tribunal. Je sais parfaitement qu'il ne fait pas partie de mes admirateurs. Cependant, il nous accueille en souriant. « Écoutez, nous ne voulons pas nous acharner sur ce gosse, me dit-il. C'est un premier délit. Il a simplement commis une erreur, n'est-ce pas? Plaidez coupable et je demanderai l'indulgence du tribunal. Ensuite, il sera soumis à une période probatoire. Je vous en donne ma parole. » Je regarde les petits yeux de Chesson. J'essaie de comprendre où il veut en venir. D'une part, je sais qu'on peut se fier à la parole de l'adjoint du district attorney, mais je sais aussi que Chesson n'a aucune sympathie pour l'organisation en général, ni pour la famille Cleland en particulier. Alors, pourquoi nous fait-il cette faveur? La nuit porte conseil, lui dis-je. Vous aurez ma réponse demain. Nous sortons. Une fois dans la voiture, Cleland me dit « Je n'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier, Albert, mais cette proposition me paraît fort convenable. » Elle l'est, effectivement. Elle l'est si vous voulez juste éviter la prison à Andy, mais si nous plaidons coupables, le gosse aura un casier. C'est ce que vous voulez? Bien sûr que non, s'il y a un moyen de l'éviter. Andy regarde dehors rêveusement, toujours ailleurs. Cleland me dépose à mon bureau. Je passe un coup de téléphone à l'agence de détective Wilson pour leur demander de me faire une petite enquête sur le pharmacien Morgan. Et puis, je sors déjeuner. À 4 heures, Jimmy Wilson me téléphone son rapport. J'écoute attentivement parce que les informations sont pour le moins inattendues. Morgan a été arrêté 2 fois pour agression, coups et blessures, et il n'avait pas 20 ans. Je décide d'aller rendre une petite visite à Morgan. Sa pharmacie se trouve dans le centre commercial de Northfield. Je gare ma voiture au parking et me mets à la recherche de l'officine. Au bout d'une bonne demi-heure, je trouve enfin la pharmacie de Morgan, presque en face du parking. Je me dirige vers le rayon spécialisé et j'attends que Morgan s'approche de moi. « C'est ici que c'est arrivé, n'est-ce pas ?» lui demandai-je. « Ce hold-up, j'ai lu ça dans les journaux. » Morgan acquiesce, rien flatté d'avoir devant lui quelqu'un au courant de son exploit. « Ça s'est passé exactement où vous êtes. Il a braqué un revolver sur moi et je l'ai désarmé. Les flics ont extrait la balle du plafond. » me dit-il en me montrant le trou. « Et vous avez procédé à son arrestation en tant que citoyen, c'est bien ça, non? » « Parfaitement, c'est la loi pour tous les citoyens. »« Naturellement, je comprends. Ainsi, vous avez arrêté cet homme parce que, d'après vous, il avait l'intention de vous voler. » Quand je dis « l'intention de vous voler », Morgan fronce les sourcils. « Mais qui êtes-vous, au juste? »« Je suis l'avocat de l'inculpé. » Brusquement, il devient parfaitement distant. « Dans ces conditions, j'ai pas à vous parler.
Non, peut-être. En tout cas, pas ici. Cependant, j'ai pensé que nous pourrions éclaircir quelques points dès maintenant, tous les deux, ce qui vous éviterait tout embarras plus tard devant le tribunal. À moins, bien entendu, que vous ne craigniez de répondre à mes questions. Morgan se redresse. Vous me faites pas peur, j'ai peur de rien d'ailleurs. Ce Rambo apothicaire est-il vraiment infaillible? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Très bien, Monsieur Morgan. Mais dites-moi, quand a eu lieu ce prétendu hold-up, vous étiez tous les deux seuls dans le magasin, n'est-ce pas? C'est exact, simplement moi et lui. Il n'y a donc que votre parole contre la sienne pour établir que cet incident se soit jamais produit tel que vous le prétendez. Morgan sourit, confiant. À part moi, 4 témoins l'ont entendu reconnaître qu'il avait essayé de dévaliser l'officine. Mais ces 4 témoins, Monsieur Morgan, l'ont-ils vu braquer le revolver sur vous? Hein? Non. J'acquiesce d'un air aimable. Parlons de ce revolver, justement. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Moi? Mais qu'est-ce que je peux savoir sur son revolver? C'est à lui qu'il faut le demander. Je ferme à moitié les yeux. Son revolver, vous dites? Monsieur Morgan, d'après mon client, il ne l'avait jamais vu avant l'incident. Il maintient qu'il est tombé de votre poche et que le coup est parti pendant la lutte. Je regarde Morgan au fond des yeux. Je suppose que cette arme est maintenant entre les mains de la police, n'est-ce pas? Naturellement. Et il y a vos empreintes sur ce revolver. Sûrement, puisque je lui ai arraché. Mes empreintes doivent se trouver sur ce revolver, comme les siennes. Je réfléchis sur ce point et je lui dis... Il faisait plutôt froid hier, n'est-ce pas, Monsieur Morgan? Le thermomètre était nettement au-dessous de 0. Mon client portait-il des gants? Il faudra que je le lui demande. Voyez-vous, d'après mon client, l'incident s'est produit parce qu'il vous a demandé de lui rembourser un flacon de remède contre la toux que vous lui aviez vendu la veille. Vous vous êtes énervé, puis querellé, soudain, vous l'avez pris à la gorge et vous l'avez fait tomber. Et c'est à ce moment-là que vos prétendus témoins sont entrés en scène. Morgan semble sur le point d'exploser. Monsieur Morgan, est-il vrai que vous soyez d'un caractère très irascible? Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Je suis normal, c'est tout. Monsieur Morgan, n'avez-vous pas été arrêté 2 fois pour avoir participé à des bagarres dans des débits de boissons? Ça fait plus de 30 ans. Je sais. Savez-vous que l'inculpé a, jusqu'à ce jour, un casier judiciaire absolument vierge? Il y a toujours une première fois. Savez-vous, Monsieur Morgan, que ce garçon n'est pas du tout dans le besoin, qu'il a un frère très riche, qui subvient très généreusement à tous ses besoins, qu'il a tout l'argent qu'il veut? Alors, à votre avis, pourquoi irait-il dévaliser une modeste pharmacie? Il cherchait sûrement de la drogue. Non, Monsieur Morgan, je suis formel. Mon client n'est pas un drogué. Je suis prêt à soumettre mon client à un examen médical. Il ne se drogue pas. Morgan contient sa colère. Mais il a avoué devant moi et 4 témoins. Ah oui? Après que vous l'ayez arrêté. Au fait, qu'avez-vous dit au juste pour procéder à son arrestation?
J'ai dit textuellement, c'est une opération opérée par un citoyen. Vous êtes mon prisonnier. Juste ça? Rien que ces mots-là? Rien que ces mots-là, ouais, c'est tout ce qu'il fallait dire d'ailleurs. Ensuite, quelqu'un a appelé les flics. Pas un mot de plus? Ben non, ça n'était pas nécessaire. Moi, je savais que ça l'était nécessaire. C'était ça, la petite faille dans le dossier. Je tenais la raison pour laquelle le district attorney adjoint avait été si disposé à accepter que l'on plaide coupable. Mais je continue à jouer le jeu. J'essaie de paraître choqué. Mais alors, monsieur Morgan, après avoir arrêté cet homme, vous ne l'avez pas informé de ses droits? Vous ne lui avez pas dit qu'il avait le droit de se taire, le droit d'être assisté de son avocat? Morgan est de plus en plus mal à l'aise. De grosses gouttes de sueur et de colère perlent sur ses tempes. Mais ce sont les policiers qui lui ont fait connaître ses droits, ça j'en suis sûr. Je les ai entendus de mes propres oreilles. Bien sûr, monsieur Morgan. Mais c'était après ces prétendus aveux, n'est-ce pas? Cher monsieur Morgan, vous qui connaissez si bien la loi et les droits des citoyens, vous n'êtes pas sans connaître le jugement Miranda, n'est-ce pas? Il me regarde hébété. Mais vous avez sans doute oublié l'article qui stipule que des aveux obtenus avant que la personne arrêtée ait été informée de ses droits ne peuvent être admis devant la Cour, même si, comme vous le savez, la Cour suprême ne fait aucune distinction entre les arrestations opérées par les autorités régulières et celles faites par les citoyens. Vous comprenez, monsieur Morgan, tout ça devient très embarrassant pour vous. Imaginez un peu que je soulève la question devant le tribunal, devant tous vos amis, devant tous vos voisins, pour ainsi dire devant tout le monde. Au lieu d'être un héros, vous auriez l'air de quoi? Morgan semble assez bouleversé. Il murmure d'un idiot devant tous ces gens. Je hoche la tête, compatissant. En fait, monsieur Morgan, qu'avons-nous? Qu'avons-nous vraiment? La parole d'un jeune homme qui n'a absolument aucune raison de commettre un vol contre celle d'un homme au tempérament nerveux et irascible, ayant déjà encouru par 2 fois une condamnation pour coups et blessures. Par ailleurs, nous avons un prétendu hold-up, mais aucun témoin pouvant véritablement attester qu'il s'est produit. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Morgan? Ne croyez-vous pas qu'il est préférable de tout oublier et de pardonner? Mais, bien sûr, nous pouvons faire autre chose. Supposons que nous téléphonions au bureau du district attorney pour expliquer que cette affaire, en fait, ne résulte que d'un simple malentendu et déclarer que l'inculpé, M. Andy Cleland, ne portera pas plainte. Mes derniers mots font l'effet d'un boulet de canon. Porter plainte? Bégaye Morgan. Bien sûr, monsieur Morgan, je dis porter plainte pour coups et blessures. Il pousse un soupir à fendre l'âme et je tends la main vers le téléphone. Je quitte Morgan et m'autorise une petite promenade avant d'aller chercher ma voiture. Petite promenade qui est de courte durée. La faim me tiraille. Le néon d'un snack-bar clignote en face du parking. Je choisis une table près de la fenêtre
et en rêvassant, je regarde à l'extérieur. La serveuse m'apporte un énorme steak saignant. D'un œil, je guette un gosse en blouson de cuir noir qui se promène lentement, très lentement, entre les voitures du parking. Elle semble l'intéresser énormément. Tout en observant son manège, j'ai ma petite idée sur ce qu'il cherche. Toutes les clés de contact sont sur les tableaux de bord et je me dis que c'est finalement dangereux, cette habitude, surtout quand le gardien est parti aux toilettes ou chercher un café. Le gamin s'arrête devant ma voiture, jette un œil, hésite 1 ou 2 secondes, pas plus, avant d'ouvrir la porte et de se glisser à l'intérieur. Une bouchée de mon steak reste coincée quand je vois un filet de fumée sortir du pot d'échappement. Ce crétin a lancé le moteur. Je saute de ma chaise, bondis hors du restaurant, cours vers le parking jusqu'à ma voiture. Il va sortir du parking quand je passe la main par la vitre baissée. Je coupe le contact et retire la clé. Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est ça, vole ma voiture, je te dirai rien, hein? C'est pas croyable de voir ça. Mes hurlements attirent les badauds. Il y en a rapidement une bonne douzaine qui encerclent ma voiture. Je bondis sur l'occasion. Ceci est une arrestation opérée par un citoyen. Vous êtes mon prisonnier, jeune homme. Le gosse ouvre la bouche, mais il n'arrive pas à articuler le moindre mot, même pas à avouer. Je lève vite la main. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous ne choisissez pas de garder le silence, vous pouvez être représenté par un avocat. Et je récite l'article de loi en entier. Voyez-vous, je ne tiens pas à ce que ce petit voyou qui vient d'essayer de voler ma voiture s'en tire aussi facilement parce que j'aurais omis un détail technique.